Donc, au programme de ce webinaire, je vais faire une courte introduction, vraiment 5 minutes, pour vous poser les enjeux, les chiffres clés en lien avec les inégalités femmes-hommes face à la retraite. Ensuite, on passera à un échange entre Monica et Mélissa pour environ une trentaine de minutes. Et on pourra finir après sur un temps de questions si vous en avez. Voilà. Sur le contexte du webinaire, je pense que je vous l'ai déjà assez bien présenté. Donc voilà, ça s'inscrit dans un projet plus large, une initiative plus large de faire monter l'expertise des questions de genre dans le cadre des élections présidentielles. Donc voilà. Et pour commencer, je voulais introduire ce webinaire avec un chiffre qui, selon moi, est un peu choc, en tout cas un chiffre clé de ce sujet, qui est issu du dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est paru au mois de juin 2021. Donc, selon ce rapport, il faudrait attendre 2070 pour que la pension moyenne des femmes se stabilise autour de 90% de celle des hommes. Ce qui veut dire en fait, alors il y a aussi à mettre en parallèle avec le chiffre actuel. En fait, actuellement, les femmes touchent en moyenne 40% de moins à la retraite que les hommes. Et donc 60% de la retraite, 60% de la pension moyenne des femmes, se stabilise est environ aujourd'hui 60% de celle des hommes. Donc je pense que c'est un chiffre assez parlant et qui permet de poser les bases et les enjeux du sujet autour duquel on va discuter aujourd'hui. Pourquoi on a voulu organiser ce webinaire? Parce que donc les inégalités femmes-hommes face à la retraite, si elles diminuent dans le temps, elles persistent encore aujourd'hui. Et du coup, ça nous amène et nous invite à nous poser un certain nombre de questions, notamment sur les causes de ces inégalités, qu'elles soient liées à la manière dont le système de retraite est construit, mais aussi aux inégalités qui ont lieu en amont de la retraite, notamment dans le cadre professionnel, mais aussi en dehors, aussi dans la vie privée. Et aussi du coup aux stéréotypes et aux normes de genre qui génèrent ces inégalités. C'est aussi du coup s'intéresser aux conséquences de ces inégalités et à pourquoi c'est important de chercher à les réduire. Et enfin, c'est aussi explorer des pistes de réflexion et d'action pour résoudre ces inégalités, parce qu'on est dans une visée un peu programmatique, vu que ce webinaire est organisé dans le contexte des futures élections présidentielles. Quelques chiffres clés à vous transmettre. Donc aujourd'hui, donc ça c'est en lien avec le chiffre que je vous présentais juste avant. Les femmes touchent 40% de moins en moyenne que les hommes une fois à la retraite. Donc ça, c'est en termes d'écart de pension de retraite. Elles partent aussi plus tardivement à la retraite, même si c'est un écart qui tend à se réduire dans le temps. Mais les femmes prennent leur retraite plus tardivement parce qu'elles mettent plus de temps à remplir la durée de cotisation, la durée d'assurance requise pour pouvoir partir à la retraite à un taux plein. Troisième point aussi, la durée d'assurance des femmes à la retraite, la durée d'assurance ou de cotisation, c'est-à-dire le nombre d'années de cotisation des femmes s'est accru. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc les femmes sont en mesure de cotiser plus longuement à la retraite. Et enfin, en raison d'une espérance de vie plus élevée, les femmes restent plus longtemps à la retraite, ce qui pose aussi une question en termes de rester longtemps à la retraite, oui, mais avec quel niveau de vie et quelle qualité de vie également. Je continue d'admettre des personnes dans la réunion, donc je vais m'excuser pour ça. Hop, voilà. Donc voilà, après avoir partagé quelques chiffres clés, je vais laisser la parole du coup à Mélissa et à Monica sur le cœur du sujet. Du coup, on constate ces inégalités de femmes-hommes face à la retraite. Elles ont forcément des causes. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est dans quelle mesure en fait les normes et les stéréotypes de genre qui ont cours dans la société et aussi les conséquences de ces normes et de stéréotypes jouent un rôle en fait dans les inégalités au moment de la retraite. Je sais, Monica. Oui, Mélissa, commencez parce que je crois que c'est plus, Oui. c'est plus votre sujet et puis après, je peux enchaîner après. Oui, très bien. C'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est que les causes, elles remontent à très longtemps, en fait, sur la prise en compte de l'ensemble du parcours de vie. Et qu'elle est à prendre en compte déjà sur les normes de genre qu'on va transmettre dans nos éducations et dans la manière dont ensuite il y aura des mots employés, voire à l'école, par exemple, des professeurs qui pourront ou pas avoir des commentaires, ou la question des médias aussi qui vont valoriser certains métiers en fonction de certains genres. Et donc, de fait, il va y avoir quelque chose comme ça qui va se
construire dans cette socialisation primaire, et qu'au final, nos choix d'orientation professionnelle et nos choix d'orientation scolaire sont aussi impliqués par ces normes de genre. Et donc, de fait, ces choix-là ont des impacts sur la question des emplois, de nos différences de carrière, et a posteriori aussi, eh bien, à des métiers qu'on peut considérer encore dits féminins et des métiers encore qu'on peut considérer dits masculins. Et on voit bien qu'en fonction de ces types de métiers, eh bien, les salaires ne seront pas les mêmes. Et donc, en fait, je dirais qu'une des causes, elle est vraiment liée à ces stéréotypes de genre, que là, je parle particulièrement dans la socialisation primaire, mais ensuite, tout au long de notre parcours de vie, et que la retraite, elle est vraiment, le sujet de la pension de retraite, il est vraiment à prendre en compte sur l'ensemble des inégalités économiques et sociales qui ont lieu tout au long du parcours de vie. Oui, mais peut-être que je peux enchaîner un peu avec un regard un peu plus ciblé sur le système de retraite. Effectivement, ce que Mélissa dit, c'est que si on compare la France à d'autres pays, par exemple les pays nordiques, où les mêmes stéréotypes existent, parce qu'il n'y a aucun pays de l'OCDE où ça n'existe pas, mais les pays nordiques, dans l'ensemble, sont plus avancés, une plus grande implication des hommes dans la vie de famille, dans le care, par exemple, avec des congés parentaux beaucoup mieux rémunérés et mieux partagés entre père et mère, par exemple, qui laissent plus de temps aux femmes de participer au marché de travail et en ce moment-là, évidemment, aussi acquérir leur propre droit à la retraite. Et donc, dans les pays qui sont plus avancés, et où il y a moins de stéréotypes, où on a beaucoup plus travaillé sur plus d'égalité dès le plus jeune âge, là, on voit aussi qu'il y a une plus grande implication à temps plein des femmes dans le marché de travail et par la suite aussi plus de droits propres et moins d'écart dans les retraites finalement. Donc, attaquer les stéréotypes jeunes, mais tout au long de la vie, c'est évidemment clé pour avoir un moins d'écart de retraite. Mais c'est sûr que là, il y a aussi donc ce sujet de la conciliation vie professionnelle, vie personnelle, vie privée. Et donc, comment aussi, eh bien, il y a des politiques publiques qui peuvent accompagner, je dirais, cette conciliation et le fait de donner aussi la possibilité aux femmes de pouvoir continuer, je dirais, à travailler comme elles le souhaitent dans leur parcours d'emploi. Je pense que à la question du care, et du fait que c'est majoritairement des femmes qui sont des aidantes à la fois pour des enfants handicapés, pour des parents, pour après des conjoints aussi, mais que ce care, il est particulièrement important à prendre en compte aussi pendant ce parcours d'emploi pour pouvoir concilier au mieux et pouvoir, si la femme le désire ou si les femmes le désirent aussi, pouvoir continuer à avoir des emplois à temps plein. Parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, surtout en fin de carrière. Mélissa, est-ce que vous pouvez préciser la notion de care? Je ne suis pas sûre que tous les participantes soient familières de cette notion. Oui, on pourrait le traduire en français sur la question du prendre soin. Et d'une certaine manière, ça regroupe, je dirais, à la fois ce que je disais sur la question de pouvoir être aidant d'un proche qui serait en situation de vulnérabilité ou de handicap, mais on peut aussi intégrer le fait de prendre soin dans d'autres thématiques liées par exemple à la maternité. Donc, je pense qu'on peut vraiment le traduire pour prendre soin. Et une des personnes qui a beaucoup travaillé le sujet en France, c'est Sandra Logier. Merci beaucoup. On a été un petit peu vite sur cette question des stéréotypes. Est-ce que vous avez des exemples justement de stéréotypes ou de normes qui ont justement cet impact, notamment dans le cadre éducatif, au moment de l'orientation professionnelle ou scolaire, qui jouent un rôle justement dans ce chemin qui va être déterminé jusqu'à la retraite, ou également dans le milieu professionnel, quand une femme travaille, des stéréotypes qui jouent un rôle dans sa capacité ensuite à cotiser pour obtenir ses droits à la retraite. Si vous pouvez donner des petites précisions en termes de stéréotypes. Peut-être que je peux commencer avec ça parce qu'à l'OCDE, on a l'enquête PISA que peut-être les participants au séminaire connaissent. Donc, on regarde régulièrement
les attitudes et les résultats aussi des enfants ou des jeunes de 15 ans et on les compare parmi les différents pays. Et on voit par exemple dans les attitudes que les filles ont beaucoup moins de confiance dans leur capacité de faire des mathématiques, par exemple. Elles ont déjà intégré ces stéréotypes. Si vous prenez un garçon et une fille qui ont les mêmes compétences, les mêmes résultats, les filles sont systématiquement toujours convaincus de moins bien faire que les garçons en maths. Souvent, ils sont découragés. On a demandé aussi aux parents quelles sont leurs attentes, leurs espérances pour le parcours professionnel et d'études pour leurs garçons et leurs filles. Et même les parents sont complètement stéréotypés. Ils attendent des garçons que ce soit plus mathématiques, sciences, ingénieurs et tout ça. Et pour les filles, notamment plus d'humanité, peut-être du social, plus en plus aussi la médecine, le droit. Donc plutôt des métiers non techniques. Et même quand on demande aux très jeunes enfants quels sont les métiers, ils vous mettent toujours dans les dessins, ils vous mettent des pompiers hommes et des maîtresses femmes. Donc, on voit vraiment systématiquement dans quasiment tous les pays que ces stéréotypes sont forts, sont ancrés et que nous tous, comme parents, on a aussi notre rôle à jouer là-dedans. Et ce qui est pernicieux, je crois aussi, c'est que beaucoup de ces biais sont vraiment inconscients. On ne s'en rend pas compte. On le fait automatiquement. Encore une fois, les pays nordiques, ils ont beaucoup lutté contre ça. Parfois, ça va jusqu'à ne plus désigner un pronom, ça c'est vraiment très féministe, masculin ou féminin, mais pour prendre des pronoms neutres, par exemple. De faire des éclairages déjà à l'école maternelle, avoir des jouets non genrés, par exemple. Mais ces stéréotypes sont quand même très, très forts et malheureusement, même les plus grandes féministes ne sont pas complètement à l'abri de les vivre elles-mêmes aussi. C'est sûr qu'il y a vraiment ce point un peu inconscient, puis dès le plus jeune âge, dès le fait que on va, comme vous l'avez dit, valoriser des compétences pour le garçon ou d'autres pour la fille. On va acheter des jouets différents, on va ensuite utiliser des mots, des adjectifs de valorisation totalement différents entre les deux, et ça va, en tous les cas, continuer tout au long de ce chemin éducatif. Il y avait dans un documentaire sur les représentations sociales au cinéma, à Hollywood, il y avait une étude qui avait été faite pour montrer qu'après Hunger Games et je crois le dessin animé Rebelle, qui sont deux femmes et donc une petite fille qui font du tir à l'arc, eh bien, il y avait une augmentation du nombre de jeunes filles qui faisaient du tir à l'arc. Et donc, c'est aussi intéressant de voir qu'il y a tout un univers aussi culturel qui crée aussi des normes ou des stéréotypes et qui peuvent aussi apporter d'autres manières de regarder le monde et qui peuvent donner envie d'avoir d'autres rôles. Et donc, ça me semble aussi important sur les métiers ensuite, où plus on aura de femmes qui proposeront des modèles différents, voire que ça soit aussi inscrit dans la culture, pas dans l'univers populaire et culturel, et bien de fait, ça permettra de pouvoir peu à peu s'affranchir aussi de certains stéréotypes existants. Du coup, il y a des stéréotypes de genre qui amènent les familles, voilà, il y a aussi des stéréotypes intériorisés qui amènent les petites filles à s'orienter vers certaines filières. Et donc là, ça pose la question de savoir aussi comment on fait en sorte que ces petites filles aillent aussi vers les filières qui sont valorisées socialement et aussi économiquement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu au niveau de la revalorisation des filières et des secteurs d'activité qui sont majoritairement féminins et qui ne sont pas valorisés sur le plan économique ou social, mais que je pense notamment, on parlait du travail du soin tout à l'heure, à ces métiers-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, tout à fait. C'est un point très important. Et s'il y avait une seule bonne chose de la Covid, je crois que c'est avoir vraiment montré à quel point des métiers qu'on a peu valorisés avant étaient essentiels pour pas seulement pour notre vie, mais en fait pour notre survie. Et donc, à l'OCDE, on a vraiment tiré des conséquences et on a lancé un projet qui s'appelle Au-delà des applaudissements, Beyond Applause, où on dit qu'il faut vraiment maintenant commencer à réfléchir plus comment mieux rémunérer
le care, mais des deux côtés, hein, tout aussi bien pour les enfants que les soins de dépendance de longue durée pour les personnes âgées. Aussi tout le secteur hospitalier, évidemment. Mais surtout quand vous regardez, nous sommes tous dans des populations vieillissantes et on sait qu'on aura besoin de plus en plus de personnes qui s'occupent des soins de dépendance. À la fois, on a besoin que les femmes restent pleinement dans le marché du travail pour qu'elles gagnent leur propre droit à la retraite, qu'elles soient indépendantes. Il y a aussi de plus en plus de divorces, donc on ne peut plus reposer sur les femmes comme avant pour faire pour donner les soins aux membres de la famille qui sont âgés et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit surtout rendre ces métiers pas seulement mieux payés, mais aussi plus intéressants, avec plus de perspectives d'évolution. Parce que souvent, ce que vous avez en ce moment, c'est que c'est un point d'entrée pour des gens qui cherchent très vite quelque chose, souvent aussi des personnes qui viennent d'autres pays, qui ne sont pas encore très bien intégrées, qui font ce genre de travail, et dès qu'il y a de meilleures possibilités qui se proposent, ils vont changer. Et donc, il faut vraiment que les gouvernements tous travaillent là-dessus. Et il faut qu'on se pose une question, mais économiquement, c'est beaucoup plus compliqué à résoudre. On sait que c'est une très, très grande valeur sociale, tous ces métiers. C'est les personnes qui s'occupent de ce qu'il y a de plus cher dans nos vies, nos enfants et nos parents. Et on ne le valorise pas assez. Donc, il y a une valeur sociale qui ne correspond pas à la valeur économique. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que cette valeur sociale et la valeur économique se rejoignent? Bon, après, les économistes vont vous dire, bon, c'est des travaux de très peu de productivité, il y a pas beaucoup de valeur ajoutée, mais justement, il faut peut-être qu'on redéfinisse la valeur ajoutée. Après, si on se met d'accord que ça a beaucoup plus de valeur qu'il est payé aujourd'hui, la deuxième question se pose, qui va le payer? Et donc là, les familles, est-ce que c'est les familles? Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle branche d'assurance sociale? Là, les conséquences de politiques concrètes ne sont pas faciles. Et je vais vous donner un exemple. En Allemagne, il y a un pacte entre le ministère de Santé, le ministère du Travail et le ministère de Famille, justement pour améliorer les conditions de soins de longue durée. C'est logique parce que l'Allemagne est un pays beaucoup plus vieux que la France, où il y a déjà beaucoup de pression sur les familles par rapport aux soins pour les personnes âgées. Et maintenant, ils ont décidé qu'on ne pouvait plus mettre les gens qui travaillent juste pour les heures qui sont là, s'occuper des personnes âgées, mais qu'il faut travailler, les rémunérer aussi pour le temps qui n'est pas travaillé, qui est en attente, où ils sont là 24 heures, en vivant souvent dans les ménages. Donc, en gros, il faut augmenter beaucoup la rémunération. Mais tout de suite, on a la discussion, comment les familles vont faire? Si on ne trouve pas une résolution à ce problème, qui va payer pour ça? On va retomber dans la situation où c'est les familles, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de tout payer. Donc d'une idée très, très bonne, sortent plein de défis concrets, politiques, qu'on doit absolument résoudre, mais je suis optimiste que tous ensemble, après cette expérience qu'on a eue pendant la pandémie, qu'on va quand même avancer sur ce chemin. C'est vrai que c'est un champ extrêmement important, cette société de la longévité dans laquelle on vit et qui va être de plus en plus importante, surtout après 2030. Il y a vraiment ce point à la fois sur l'aide formelle et l'aide informelle, je dirais. Et donc, quand je parle de l'aide informelle, c'est un peu l'accompagnement familial qui va être, ou de proches qui va être pris en compte quand je parlais d'aidants. Et en 2030, il y aura une personne sur 4 qui sera aidant en activité professionnelle. Et quand on sait donc que majoritairement les aidants sont des femmes, et bien de fait, comment on concilie vie pro, vie perso, comment on gère quand on a un appel d'un parent âgé quand on est au travail, comment on s'organise, comment on fait des choix, comment on finance aussi les aides et les accompagnements. Et puis, il y a aussi bien évidemment cette question de l'aide formelle et donc du nombre de métiers qui sont féminins dans le soin, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, tous ces types de métiers qui accompagnent à la fois certes sur des
des EHPAD, par exemple, des résidences, services seniors ou résidences autonomie, voire de l'aide à domicile. Et donc, de fait, comment on arrive en effet à revaloriser ces métiers qui sont peu payés aujourd'hui, mais qui ont, comme vous l'avez dit, Monica, une valeur sociale très importante. Et surtout, on peut voir aussi que ça pourrait être un vecteur de dynamisme territorial. C'est-à-dire que sur des territoires où il y a une forte population âgée, ou qu'il peut y avoir une forte population âgée en devenir dans les 5 prochaines années, on peut très bien investir sur ces métiers parce qu'on en aura besoin sur ces territoires-là. Et donc aussi après, recréer un dynamisme local, puisque les parents ou les familles qui s'occuperont ensuite des personnes, eh bien, ont besoin de de services et de commerce. Et sans forcément, je dirais, avoir l'idée sur comment on paye et qui paye, il y a le modèle Buurtzorg qui a été créé aux Pays-Bas et qui est assez intéressant sur l'aide à domicile et qui revalorise en tous les cas les métiers de l'aide à domicile, où on n'est plus sur, je dirais, soit du CD, soit des CDD ponctuels ou du temps partiel, mais vraiment il y a la volonté de prendre en compte le professionnel dans de la formation, sur de la proximité avec les personnes qu'il va accompagner, où il va être sur un temps plein. Et donc, il va y avoir aussi des réunions d'équipe régulièrement. Et donc, ça va permettre aussi de s'asseoir beaucoup plus solidement dans son métier. Excusez-moi, je m'étais mis en muet parce qu'il y a un peu de bruit autour de moi. Je voulais rebondir sur donc là, on parle beaucoup des inégalités, voilà, notamment liées au manque de valorisation des fonctions et des métiers qui sont majoritairement occupés par les femmes, donc les métiers de l'aide à domicile, enfin voilà, du secteur du care, on l'a dit de manière générale. Mais il y a aussi les inégalités peuvent s'expliquer par le fait que le système de retraite donc actuel en France dans lequel on évolue, il a été pensé dans un contexte socio-économique qui est complètement différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Notamment avec une espérance de vie qui était moindre, avec aussi un modèle de la famille nucléaire qui était beaucoup plus dominant, avec beaucoup moins de divorces. Dans quelle mesure, en fait, cette inadaptation entre le système de retraite et la manière dont les droits à la retraite sont calculés et le mode de vie des Français, des Françaises aujourd'hui, et aussi voilà, les modèles familiaux et l'évolution de ces modèles, a un impact sur les inégalités qui persistent aujourd'hui? Alors, je crois que dans le système de retraite, il n'y a pas, comment on peut dire, il n'y a pas 30 000 façons d'organiser les retraites. Soit on lit les cotisations et les retraites d'une façon assez étroite, comme c'est le cas en France, tout aussi bien dans le régime général et dans l'Agirc-Arrco, donc la retraite complémentaire. Ou on peut, comme d'autres pays, par exemple la Nouvelle-Zélande ou les Pays-Bas, par exemple, ont une retraite de base qui est la même pour toute la population. Et ça veut dire que pour toute la population, peu importe combien ils ont travaillé, combien ils ont gagné, normalement, c'est basé plutôt sur la résidence. Donc, si vous résidez un certain nombre d'années dans un pays, vous allez recevoir cette retraite unique. Mais en fait, ce qui se passe même dans ces systèmes, comme vous payez la même retraite à tout le monde, ça va forcément être une retraite qui est plus ou moins modeste. Donc, pour les gens qui ont très peu gagné, ça va être un bon remplacement de leur revenu de travail. Mais pour les personnes qui avaient des salaires plus confortables, ça va être très peu. Donc, forcément, ils sont complétés par des retraites soit privées où on épargne soi-même dans un plan d'épargne retraite ou par les retraites qui sont au niveau entreprise. Et donc, les inégalités vont, même si vous ne les avez pas dans la retraite publique, ils vont réapparaître dans ces systèmes-là parce que là, il y a une relation entre cotisation et retraite future. Et donc, ça reste toujours le cas, celui qui gagne plus va pouvoir se constituer une meilleure retraite, soit dans le système public, soit dans le système privé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, d'abord, ce qu'on avait déjà dit avant, il faut avoir plus d'égalité dans le marché de travail. Si vous avez plus d'égalité par rapport au salaire des hommes et des femmes, par rapport aux périodes travaillées et cotisées,
par rapport à la rémunération, ce qui d'ailleurs en France est assez généreuse pour les périodes que les femmes, souvent les femmes, parfois aussi les hommes, passent en dehors du travail parce qu'ils s'occupent des enfants. Donc, tout ça, vous pouvez faire, mais vous ne pouvez jamais, avec un système de retraite, complètement compenser tout ce qui se passe mal en termes d'inégalité femmes-hommes pendant toute une vie travaillée. Donc, vous ne pouvez pas inventer un système de retraite qui fera tout ça. C'est juste, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on peut évidemment, après, et la plupart des pays de l'OCDE, ils ont ça, quand vous voyez qu'il y a certains retraités qui sont vraiment au seuil de la pauvreté, et dans tous les pays, c'est plus les femmes que les hommes, aussi parce que les femmes vivent plus longtemps. Et comme les retraites sont ajustées dans le temps plutôt par les prix, la retraite par rapport à l'économie et la société en général devient moindre. Et les dépenses deviennent plus élevées souvent pour les personnes très âgées. Et ça, c'est souvent des femmes. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi les femmes sont plus touchées pendant la retraite. Mais malheureusement, il n'existe aucun modèle miracle qui puisse faire disparaître tous ces problèmes. Oui, je rejoins Monica hein, sur ce qui a été dit, mais on voit comment en fait l'impact de ce parcours de vie, comment le parcours de vie impacte notre retraite et que le modèle de retraite, de système de retraite en lui-même, il peut un peu compenser, mais il ne compensera pas toutes les inégalités genrées qu'on a pu dire, hein, à la fois sur les écarts de salaire, sur le fait que les femmes sont plus souvent en temps partiel, surtout quand elles sont en fin de carrière également, et que sur le fait que les femmes prennent leur retraite de manière parfois plus tardive, mais que parfois c'est juste pour éviter la décote et donc qu'il va y avoir un temps où peut-être qu'elles ne travailleront pas parce que le marché de l'emploi ne les embauche pas. Et donc, il y a vraiment aussi une culture où il va falloir sortir de la sortie précoce du marché de l'emploi ou en tous les cas sortir aussi des stéréotypes liés à l'âge où en fait on ajoute à la fois agisme et sexisme dans ces problématiques et qui sera important de prendre en compte. Mais c'est sûr que déjà si on a un petit salaire, ou en tous les cas un salaire qui correspond à un salaire correct et médian en France, parfois on ne peut pas forcément capitaliser. Parce que même si notre système est par répartition, on peut toujours se dire, eh bien, le salaire ou les finances qu'on a peuvent nous permettre de capitaliser un peu. Mais si l'équilibre est déjà tendu et complexe, eh bien, la capitalisation devient compliquée à titre personnel. Et moi, quand j'avais étudié un peu les politiques publiques de retraite au niveau du Québec, la proposition était totalement différente puisqu'elle était à la fois sur de la répartition, mais aussi sur de la capitalisation, notamment par les entreprises, où les entreprises accompagnaient le modèle de capitalisation. Mais au final, il y avait quand même 30% de retraités qui travaillaient à la retraite. Donc, alors bien sûr, dans ces 30%, il y avait des consultants indépendants avec une forte expérimentation, mais on avait aussi des métiers précaires du quotidien. Donc, c'est toujours quel est l'équilibre à trouver. C'est, je pense, de nombreux petits sujets à aborder tout au long du parcours de vie. Peut-être que je peux rajouter encore un autre chantier qui est très important en France, et ça, c'est la retraite de réversion. Donc, pour les veufs et les veuves. Et le système en France est parmi les plus complexes qui existent dans le monde entier, parce que la retraite de réversion dépend de tout ce qui se passe dans la vie après, surtout pour les personnes divorcées, qu'est-ce qui se passe après le divorce. Donc, si le ex-mari épouse quelqu'un d'autre, et si cette personne est toujours là au décès de l'ex-époux, et aussi la ex-épouse s'est mariée. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et on peut aujourd'hui, ce que vous avez dit tout à l'heure, Julia, ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement anachronique. Et ce qui est intéressant, que les pays les plus féministes, par exemple la Suède, ils ont décidé de ne plus avoir
des retraites de réversion, donc pas de retraite pour les veufs ou le veuf, sauf si vous le voulez explicitement et donc vous payez plus de cotisations pour ça. Parce que la logique derrière ça, c'est nous, comme société, on propose aux femmes toutes les possibilités avec des longs et bien payés congés longs et bien payés pour la maternité, avec une garde d'enfants tout au long de la vie de l'enfant, donc au plus jeune âge et pendant tout le temps scolaire. On propose toutes les possibilités aux femmes de participer pleinement au marché du travail. C'est dans la théorie, hein, c'est bien sûr pas tout est de l'or en Suède non plus, mais l'idée derrière ça, c'est que les femmes peuvent et doivent se constituer leur propre droit à la retraite. Et si elles veulent en plus une protection pour le cas de décès du conjoint ou de la conjointe, en ce moment-là, on s'achète cette couverture comme dans une assurance privée en plus, sauf que c'est dans le système public. Donc, c'est assez radical. Pour beaucoup de pays en Europe continentale, ce serait impensable, mais c'est juste pour montrer qu'en termes de féminisme d'un système de retraite et des idées derrière, il y a des pays qui sont déjà assez avancés par rapport à ça. Mais c'est sûr que est-ce qu'on doit, je dirais, donner le maximum de possibilités pendant ce parcours d'emploi en faisant en sorte que les femmes puissent cotiser et avoir leurs droits pleinement ou est-ce qu'on essaye de trouver des solutions a posteriori, là, comme sur la pension de réversion, pour pouvoir proposer des jalons supplémentaires ou des additions pour avoir des droits. Mais c'est vrai que peut-être qu'un des points de base, c'est de se dire que le système de retraite français il a été créé en 1945, où en plus il y avait le CDI, plus, je dirais, à vie dans une même entreprise. Il a été voilà, pensé comme voilà, Julia l'a dit aussi, à un moment donné où les familles étaient nucléaires, on se mariait à vie. Et où les femmes aussi ne pouvaient pas forcément divorcer parce qu'elles étaient sous des contraintes à la fois de politique publique, mais aussi de finances. Et aujourd'hui, on est tellement dans cette modification de la vie, à la fois sur les formes d'emploi. Il ne faut pas oublier le nombre d'indépendants aussi. Comment c'est à prendre en compte ces formes d'emploi différentes de formes d'emploi de salaire, des formes des compositions familiales, voire des recompositions familiales. Et donc, il y a aussi d'autres modalités à penser pour que ça puisse être pris en compte. Et moi, j'ai une question pour Monica. Sur la Suède, sur les congés maternité ou en tous les cas sur l'accompagnement des jeunes enfants, l'accompagnement est gratuit ou, par exemple, quand je mets mon enfant à la crèche ou que je bénéficie d'une aide maternelle, une assistante maternelle, pardon, est-ce que c'est totalement remboursé par l'État et donc de fait, et peu importe mon niveau de salaire, ou est-ce que quand même en tant qu'individu, j'ai un coût à payer comme en France? Alors, je crois qu'au moins pour les bas revenus, c'est complètement gratuit, c'est proposé. Et ce n'est pas seulement pour les jeunes enfants, mais ce qui est très important, ce qu'on connaît tous, c'est que les horaires d'école ne correspondent pas forcément aux horaires de travail. Et donc, c'est pour ça qu'en France, on a tous ces babysitters qui à 16h30 qui sont à l'école ou les femmes qui travaillent à temps partiel. Et ça aussi, c'est super bien organisé dans les pays nordiques. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est gratuit pour tout le monde. Il faudrait que je vérifie. Nous, on a tous ces chiffres-là et j'en profite pour faire un peu de pub sur notre base de données sur les politiques familiales que vous trouvez sur le site de l'OCDE. Donc, on a des fiches pays par pays qui vous renseignent sur tous les détails. Mais je vous avoue que je ne sais pas exactement, mais je peux me renseigner et vous livrer ça plus tard. Merci. J'en profite, je vois, il y a plusieurs questions dans le chat. Alors, il y en a sur la pension de réversion, mais je les poserai juste après. Je vois une question de Claire sur les retraitées suédoises notamment, qui demande, mais est-ce qu'on n'a pas constaté un accroissement de la pauvreté des femmes retraitées suédoises? Tout à fait, tout à fait. C'est une très, très bonne question, Claire. Et c'est quelque chose qui inquiète beaucoup les autorités parce que, comme je disais, dans l'idée idéale d'une société où hommes et femmes travaillent égal, ça ne se réalise pas tout à fait dans la réalité.
il y a effectivement une plus grande pauvreté des femmes et en partie, c'est aussi dû au fait que les femmes partent trop tôt, vu les années qui manquent quand même parfois dans leur professionnel à la retraite. Et la Suède a un système qui est différent du système français, où on a des comptes individuels, où on enregistre toutes les cotisations comme si c'était de l'épargne, mais en fait, ce n'est pas de l'épargne, ça reste un système où on utilise les cotisations qui rentrent pour payer les retraites directement, mais on simule une espèce d'épargne. Et quand on arrive à l'âge de retraite, et c'est très flexible en Suède, on peut commencer à 61, 62 ans à prendre sa retraite. Et plus on travaille, plus la retraite sera élevée parce qu'on aura plus cotisé et on a aussi moins d'années à couvrir dans la moyenne d'espérance de vie pendant la retraite. Donc, ça vaut vraiment la peine économiquement, mais malheureusement, beaucoup de gens sous-estiment leurs besoins en retraite et partent trop tôt. Et c'est notamment vraiment le cas des femmes en Suède, et c'est pour ça que les autorités suédoises sont en train de réfléchir comment adapter leur système de retraite et le levier sur lequel ils sont le plus aptes à jouer et qui se discute le plus, c'est de rétrécir les possibilités d'un départ trop tôt qui ne sera pas suffisant pour assurer une bonne retraite. Merci beaucoup, Monica. J'espère que ça répond à la question de Claire. Du coup, j'en profite sur la question sur les pensions de reversion et ça nous permet d'avoir une approche un peu plus prospective parce que je crois qu'il y a une question qui est en lien avec le projet de réforme donc, qui a été soumis sous le président actuel, suite au rapport de M. Delavoye. Du coup, la question était, est-il possible de disposer de la retraite de reversion même pacsée ou faut-il être nécessairement marié? Et en cas de rupture, les femmes en bénéficient-elles ou pas? Il y a eu apparemment des évolutions en matière de réglementation, mais je n'ai pas suivi ce point. Merci pour votre réponse. Et du coup, c'est une question de Lucille. Je ne sais pas si Mélissa ou Monica, vous avez des éléments sur ce point. Alors moi, il me semblait en fait qu'effectivement, il y avait un enjeu autour des pensions de reversion pour les femmes divorcées, notamment pour les femmes divorcées. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des éléments sur ce point-là. Ouais. Je voulais juste dire qu'on a une réponse à votre question, Mélissa, sur le coup. Dans le chat, et apparemment en Suède, c'est gratuit 15 heures par semaine, la garde d'enfants. Effectivement. Donc, super, merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'était qui a envoyé cette réponse, c'est super. Puis après, sur la réversion, en fait, comme je disais tout à l'heure, le système français est extrêmement compliqué parce que les droits dépendent de la situation pour les femmes divorcées, de remariage elles-mêmes, remariage du ex-conjoint, situation au moment du décès du ex-conjoint. Et donc, selon ces situations, ça peut être très, très différent les droits qu'on a. En plus, c'est très différent entre les différents régimes. Donc, pour la fonction publique, c'est complètement différent que pour les employeurs du secteur privé. Et je voudrais bien vous recommander la lecture d'un dossier excellent sur ce sujet sur le site du Conseil d'orientation des retraites que Julia avait cité au début. Et Julia, peut-être après, on pourra partager le lien. Il y avait une séance sur la réversion où il y a des PowerPoint extrêmement didactiques qui expliquent à quel point c'est compliqué. Et c'est sûr que dans beaucoup de pays, encore une fois, c'est une aspiration de dire que les femmes doivent être dans la même situation que les hommes. Et peu à peu, ça arrive quand même, même si c'est en 2070, comme Julia nous a montré selon les projections du corps. Mais entre-temps, on aura besoin des pensions de réversion parce qu'on ne peut pas laisser les gens sans rien, c'est impossible. Donc, il faut juste voir comment ça peut s'organiser dans cette transition, mais toujours en travaillant sur une extension de la vie de travail des femmes. Mais est-ce que je... Oh, pardon. Oui, surtout pour les femmes qui sont à la retraite aujourd'hui, quoi. Il y a un vrai besoin en tous les cas, un certain nombre de femmes après 80 ans, voire après 75 ans, qui ont aussi besoin de ces pensions de réversion pour pouvoir compléter leur retraite. Donc,
c'est particulièrement important. Et juste peut-être pour la question sur la pénibilité, si je peux juste dire 2 mots. Aujourd'hui, il y a un compte de prévention professionnelle qui permet je dirais, d'accompagner ces pénibilités, sauf que majoritairement, ça va à des métiers d'hommes où il y a 85% d'hommes qui bénéficient de ce compte de prévention, qui sont surtout des ports de charges lourdes et où on ne va pas forcément maximiser, et c'est assez insuffisant sur les métiers, par exemple, du soin et des services à la personne. Donc, il y a aussi un peu à repenser ces formes cette prise en compte de la pénibilité au sens un peu plus large que celle pensée au début. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, Monica, sur la complexité en fait du système au niveau des pensions de reversion. Et est-ce que ce manque de lisibilité et cette superposition voilà, de mesures, et aussi en France, on a, je ne sais plus, je crois que c'est une quarantaine de régimes spéciaux différents de retraite. Est-ce que ça pose pas aussi question en termes de lisibilité et d'accès effectif aux droits pour être en mesure de connaître quels sont nos droits, notamment en tant que femme, en termes notamment de droits familiaux ou conjugaux, vis-à-vis de la retraite et d'y accéder in fine. Donc, comment on remédie à ça aussi, comment on clarifie ce système-là pour que les personnes in fine aient recours à leurs droits, quoi. Ça, c'est une excellente question, Julie. Et c'est vraiment quelque chose qui était au cœur de cette réforme proposée déjà dans la campagne de Macron et puis après dans le rapport de Levoy. C'était la logique de dire que comme le système français est extrêmement compliqué, et c'est compliqué pas seulement comme des règles comme la réversion, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes différents et il y a beaucoup de personnes qui sont ce qu'on appelle polypensionnés. Ça veut dire qu'ils reçoivent des retraites des différents systèmes et finalement, personne ne comprend plus rien. Et je ne sais pas si vous avez vu un film avec Gérard Depardieu où il partit, ça s'appelle Mammouth, je crois, un truc comme ça, et il part en mobilette et chez les différents employeurs qu'il a eus tout au long de la vie pour récupérer les papiers avec ses points de retraite. Et donc, c'est quand même digitalisé aujourd'hui, c'est numérisé et c'est plus aussi compliqué, mais ça reste très difficile de comprendre qu'est-ce qu'on a où et en fonction de quand vous avez travaillé dans quel régime, même si vous avez fait 5 ans dans un régime et 10 ans dans l'autre, l'ordre même, quand vous avez fait ça, va jouer sur le calcul de votre retraite. Donc, c'est vraiment, il est vraiment temps de rationaliser tout ça et c'est pour ça que l'idée de créer un système unique où tout le monde se retrouve et où il y a moins d'inégalités, plus de lisibilité et plus de facilité pour les gens aussi de comprendre si je travaille une année de plus, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Combien est-ce que j'aurai de plus? Quels sont mes risques? Ou, par exemple, le cumul emploi-retraite, c'est quelque chose, Mélissa l'avait abordé déjà. Ça peut être très intéressant pour les gens qui ont envie de travailler plus longtemps et qui sont dans des métiers où c'est possible. Mais il faut aussi comprendre comment ça marche, quelles sont les conséquences, quelles sont les attractivités. Est-ce que ça peut aussi jouer contre autre chose? Donc, vraiment, harmoniser tout ça, c'est clé en France comme ailleurs. Et il y a beaucoup de pays aussi, et la France en est... Non, il reste peu de pays, en fait, qui ont une différence entre secteur public et secteur privé. La plupart des pays ont harmonisé les deux. Et il y a beaucoup de gens aussi dans d'autres pays qui disent, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui travaille dans un hôpital public a d'autres retraites faisant exactement le même travail que quelqu'un qui travaille dans une clinique privée. Donc, c'est aussi en termes d'inégalité et de traitement égal, c'est clé. En revanche, ça semble très facile quand on dit, bon, chaque euro cotisé va vous achetez les mêmes droits, mais le faire en réalité, c'est très compliqué. Et on a vu ça avec les enseignants, par exemple, parce que les enseignants, ils n'ont pas de primes, d'autres ont très peu de primes, d'autres fonctionnaires ont beaucoup plus de primes. Si vous changez le système de retraite pour les enseignants, il faut aussi changer la logique salariale. Et là, ça devient très compliqué. C'est pour ça que les réformes de retraite semblent simples par rapport à, disons, les réformes de santé, parce que c'est juste une question comment distribuer l'argent pendant la vie active et puis après la vie passive. Mais quand vous regardez les détails, ça devient malheureusement extrêmement compliqué, surtout quand on a un système aussi compliqué que le français, pour ne pas créer plus d'inégalités,
en faisant la transition à un système plus égalitaire. Donc, c'est paradoxe, mais c'est très compliqué. Et il me semble aussi que donc, les femmes touchent moins de primes que les hommes. Donc, il y a aussi cette question-là. Enfin, on ne peut pas, comment dire, isoler en fait une réforme des retraites, comme vous le disiez, Monica, enfin, voilà, d'une réflexion beaucoup plus large sur les inégalités salariales, professionnelles en amont, parce que sinon, on peut prendre le risque aussi d'accroître ces inégalités au sein du système de retraite. Oui, tout à fait. Alors, j'essaie de voir, parce que là, je vois qu'il est 52 et il y a pas mal de questions. Alors, il y avait une question sur les pensions de réversion qui notamment soulevait aussi un peu ce à quoi on a touché tout au long du webinaire, qui était un peu cette idée, enfin, moi, que j'appelle approche intersectionnelle, c'est-à-dire qu'on parlait du fait qu'il y a des inégalités qui sont liées au genre, face aux retraites, mais aussi il y a une forme d'agisme. C'était Mélissa qui disait ça tout à l'heure, voilà, qui pénalise les femmes au moment de, tout au long de la carrière professionnelle et notamment en fin de carrière. Il y a aussi les différences en termes de classe sociale et aussi en termes d'origine et toutes les discriminations que ça peut inclure et comment ces discriminations se superposent, qui du coup ont un impact dans les inégalités face à la retraite in fine. Alors, est-ce que pour vous, déjà, adopter cette approche intersectionnelle quand on pense les retraites, quand on pense les inégalités face aux retraites, c'est quelque chose de pertinent, et aussi dans les solutions qu'on veut trouver face à ça, est-ce que c'est un outil d'analyse que vous utilisez? Peut-être, moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir aujourd'hui cette approche intersectionnelle parce que ça permet aussi d'être plus juste quand même et plus en lien direct avec la réalité du terrain actuel en 2021 et surtout d'essayer de prendre en compte et d'atténuer les inégalités du parcours de vie et les inégalités de carrière que subissent les individus, je dirais à la fois en lien avec leur genre, leur catégorie sociale, etc. Et leur âge aussi. Mais il y a quand même ce point, c'est qu'est-ce qu'on désire? Est-ce que eh bien, on laisse en l'état un système qui crée des inégalités et qui renforce la pauvreté et qui l'augmente, et donc de fait on a à la fois a posteriori le fait de pouvoir et de pouvoir ou de devoir en tous les cas accompagner des questions de précarité au grand âge ou à la retraite de manière plus générale, ou est-ce qu'on essaye de prendre en compte véritablement cette transformation d'un système beaucoup plus global pour minimiser, il y aura sûrement toujours de la pauvreté et de la précarité, mais en tous les cas la réduire au maximum. Parce que là, malgré tout, ce sont quand même plus de femmes qui vont toucher le minimum vieillesse et que derrière, des femmes qui vont être à faible, qui vont avoir une petite retraite sont celles qui sont le plus isolées, mais donc de fait aussi qui vont moins recourir aux soins. Et donc, il y a un peu un engrenage qui se crée et qui fait qu'il y avait une étude aussi qui a montré qu'il y a à peu près plus de 10% de femmes âgées qui ne peuvent pas faire face aux dépenses de santé, quoi. Donc, je dirais prendre en compte l'intersectionnel, oui, tout au long du parcours, dans ce système de retraite, pour minimiser des problématiques qui seront des conséquences d'inégalités croissantes au fur et à mesure du temps. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Mélissa parce que je trouve qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont victimes des inégalités sur le marché de travail, notamment aussi dans les transitions qui se font dans le marché de travail avec plus de précarisation. Regardez par exemple des gens qui n'auront pas de retraite du tout, tous ces livreurs de nourriture et qui ont aussi beaucoup travaillé pendant la pandémie et les confinements et qui sont parfois embauchés par ces plateformes comme auto-entrepreneurs et qui ont fait zéro retraite. Et ce n'est pas une question de genre, c'est juste une question d'une situation dans le marché du travail qui est tout à fait inacceptable d'un point de vue de politique sociale pour tout le monde. Donc, je crois qu'il faut toujours regarder toutes ces intersectionnalités, mais à la fois, il faut quand même trouver des instruments politiques ciblés
parce que si on essaie de tout attaquer en même temps, ça va être compliqué et ça peut paralyser aussi parce qu'on va dire, bah, finalement, si on fait ça, ça peut ça. Donc, à la fin, ça risque aussi de bloquer les avancées politiques. Et par exemple, si vous prenez la situation des plateformes, il y a beaucoup de pays qui ont déjà décidé maintenant que les chauffeurs des VTC ou les livreurs de repas doivent être considérés comme employés avec toutes les protections sociales qui viennent avec. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est primordial, mais qui va aussi toucher, par exemple, des femmes qui travaillent, qui donnent des services dans les ménages qui sont mal protégés aujourd'hui. Mais c'est la question des nouvelles formes d'emploi et malgré tout qui a été quand même très valorisée par le président de la République en parlant de Startup Nation, mais donc de fait aussi avec le côté d'être indépendant et de la maximisation du statut, par exemple, d'auto-entrepreneur ou de création d'entreprise sans forcément pouvoir être en capacité de se salarier. Comment, en effet, on propose, je dirais, la prise en compte de ces années où la cotisation, elle s'est faite à l'URSSAF, mais elle ne s'est pas forcément faite au niveau des retraites, et en tous les cas à titre public. Et donc, comment on les prend en compte? Parce que il est probable que si on regarde aujourd'hui le marché de l'emploi ou le parcours de l'emploi, on va changer plusieurs fois d'emploi, on va en faire parfois on va avoir différents statuts au même moment. Et donc, de fait, comme il y a certes cette besoin de la généralisation, mais et dans cette généralisation, comment on prend en compte ces parcours morcelés, en fait, qui sont plus du tout les mêmes qu'avant, quand je dis avant, dans les années 70-80, quoi. Tout à fait. Et encore une fois, c'est pour ça qu'il faut un système unique. Parce que avec chaque changement, vous perdez. Et vous risquez aussi de tomber dans les trous entre les deux, que vous disparaissez du radar. Et après, vous avez travaillé 45 ans et vous avez des cotisations pour rien, quoi. Mais par exemple, sur le cumul emploi-retraite, ce qui était assez fou quand on regarde les politiques publiques des 30 dernières années, et à chaque fois, je dirais qu'à chaque grande réforme, il y a des modalités différentes. Donc, de fait, à un moment donné, les individus s'y retrouvent plus, en effet, sur savoir est-ce que c'est pertinent ou pas de travailler à la retraite, sur combien je peux gagner en plus pour que ça soit pertinent pour moi sans être obligé peut-être de devoir payer plus d'impôts ou d'être dans des situations complexes vis-à-vis de ma propre retraite, ou est-ce qu'en fonction du secteur public et privé, ça ne sera pas la même chose. Donc, il y a vraiment aussi à un moment donné de stabiliser un peu les choses pour que ça soit en effet clair et que l'information soit transmise à tous. Là, on a dans le chat, juste pour terminer, peut-être on a plusieurs questions sur la littératie financière, où on sait, encore une fois, bon, là, elle n'est pas géniale, même chez les garçons, mais les filles encore moins que les garçons souvent. Et donc, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin, et tôt dans les écoles, comment gérer un compte, qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt, pourquoi ça vaut la peine de commencer tôt, d'épargner, toutes ces questions-là, c'est très, très important de commencer très tôt pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit attaquer. Et il y a aussi là une question ou un commentaire plutôt que en Slovénie, par exemple, il y a des jeunes femmes qui sont mieux éduquées, et pas seulement en Slovénie, c'est quelque chose qu'on observe dans beaucoup de pays de l'OCDE, que les jeunes femmes sont mieux formées, mieux éduquées que les jeunes hommes. Et donc là, on va avoir dans le futur peut-être aussi quelque chose où l'égalité femmes-hommes va nous préoccuper dans d'autres directions. Et effectivement, quand on a commencé il y a 10 ans vraiment avec nos travaux renforcés à l'OCDE sur l'égalité genre, on avait tout de suite les pays nordiques qui ont dit mais écoutez, oui, les femmes sont en désavantage dans beaucoup de cas, mais oublions pas les hommes non plus, parce que nous, on se fait un peu de soucis que dans le secteur éducatif, par exemple, les garçons commencent à être laissés un peu derrière, et ça, c'est pas bien non plus. Voilà.
Du coup, pour conclure, alors je vois il y a une dernière question de Claire, donc je vous la poserai et ensuite je vous poserai une question finale qui est si vous, voilà, vous voulez garder deux, trois solutions comme voilà, mots finaux, enfin voilà, comme mot de la fin, deux, trois enjeux, deux, trois solutions qui pour vous, ou alors même une qui vous semble centrale, une approche à adopter qui vous semble centrale sur ce sujet. Donc voilà, de nous la transmettre comme mot de la fin. Et du coup, la question de Claire, c'est en France, le fait de continuer à travailler en étant déjà à la retraite ne génère pas de nouveaux droits. Est-ce que c'est une particularité française? Pas seulement en France, il y a d'autres pays, mais la plupart des pays encouragent quand même le travail plus longtemps et proposent des possibilités de gagner plus et augmenter sa retraite en travaillant plus, parce que c'est quand même une incitation de rester plus longtemps dans le marché du travail. D'accord. Et du coup, comme mot de la fin, je ne sais pas si Mélissa, du coup, une solution clé. Bon, on a bien compris que c'était multifactoriel, que ça partait un peu dans tous les sens, mais s'il y a une chose à retenir de ce webinaire, ce serait quoi? Oui, peut-être deux ou trois, mais la première, c'est quand même vraiment travailler sur les stéréotypes de genre. Ensuite, sur les inégalités au moment de la carrière, hein, qu'on a pu voir sur la question des salaires notamment. Et puis, pardon, le dernier point, c'était, me semble-t-il, la clarté, la lisibilité et le développement de la connaissance. Et pour moi, ça serait plutôt pour compléter, je suis d'accord avec tout ce que Mélissa a dit, mais c'est veiller dans le marché du travail, de comprendre, même si on n'a pas envie d'y penser, parce que la retraite, il y avait des sondages qui ont montré que les gens préféraient aller encore chez le dentiste plutôt que s'occuper de leur planning de retraite. Et donc, c'est pas agréable de penser à ça. C'est un peu comme faire les impôts, mais il faut commencer tôt. Et il faut être clair que vivant dans des pays où il y a un fort lien entre cotisation et retraite, que chaque décision qu'on prend sur le marché du travail aura des conséquences plus tard. Merci beaucoup à toutes les deux. Je crois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. J'espère qu'on les a toutes traitées et dans tous les cas, je les reprendrai pour inclure par la suite dans le support que j'enverrai. Donc, j'essaierai aussi de retrouver tout ce qu'on s'est dit au niveau des liens envoyés, etc., des rapports à vous transmettre. Mais voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Merci beaucoup, Mélissa et Monica. C'était extrêmement riche. Donc, comme mot de la fin, je vous ai remis dans le PowerPoint donc les contacts d'ExpertJob, enfin du coup de l'adresse mail ExpertJob si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, enfin, voilà, à nous transmettre. Aussi pour les expertes qui sont dans le chat, enfin les personnes qui ont une fiche sur le site Les Expertes, si vous avez des besoins relatifs à la gestion de vos fiches, et pareil pour les journalistes, pour les accréditations, c'est l'adresse contact@expert.fr. Et ensuite, pour avoir toutes les actualités par rapport à ce projet de réflexion en lien avec les élections présidentielles et donc tous les webinaires qui vont avoir lieu, les différents contenus publiés, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc à @lesexperts ou experts-du-bas-genre. Et il y a le LinkedIn aussi des experts. Donc voilà, merci beaucoup et je pense qu'on peut se souhaiter un très bon appétit voilà. Et une bonne journée du coup. Au revoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Julia, merci à Merci tout à le vous. monde.